pour une nouvelle émission du Chouchou de Cycling Club. Alors évidemment, j'avais préparé le truc pour qu'on soit deux, on est trois. Donc voilà, tous les trois, on nous voit. Et donc, ben, vous l'aurez deviné, avec moi, il y a deux personnes. Comme d'habitude, 53 et Cactus. Bonsoir messieurs. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus. Salut tout le monde. Et oui, on attaque ce numéro 72 du Chouchou de Cycling Club. Au bout d'un moment, on va arrêter de compter, je crois, les gars, parce que là, ça va plus rentrer sur toutes les publications après. Quand on sera à 3000, ça va être compliqué. Oh, il y a le temps encore avant d'arriver aux 3000. Ouais, mais Ouais. attends, faut être faut prévoir les choses dans la vie, faut être en avance toujours. Ouais, Eh d'ailleurs, ben, je on sais pas au va. niveau des ID si quand on va arriver à 100, ça va pas tout faire bugger, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est le bug de l'an 2000, version Chouchou de Cycling Club. On verra ça. Fly va nous résoudre tout ça de toute façon d'ici là. Oui. Euh, on attaque par les reviews des courses qui se sont déroulées dans la semaine écoulée. Et on commence avec toi, Fly, justement, avec une course qui te tient particulièrement à cœur et sur laquelle tu étais encore cette année, le CIMAC Ladies Tour. Ouais, surtout une course qui se passe pas loin de chez moi. C'est pour ça que j'ai pu y aller. Mais gros suspense cette Une heure. année. Je pense qu'on va pouvoir renommer la course en l'honneur de celle qui a gagné, puisque c'est Lorena Vibes un petit peu qui a un peu tout gagné. Voilà, toutes les étapes quasiment. Alors c'était des scénarios un peu différents à chaque fois. La première étape qui était autour de Louvain avec quand même quelques petites bosses. Bon, pas insurmontable pour les sprinteuses. Et on a surtout une attaque de Pfeiffer Georgie et de Margot Vigier sur la fin, donc je crois que c'était à 20 km, un truc comme ça, où elles sont sorties du peloton et elles ont tenu quasiment jusqu'à la fin, puisqu'elles se sont faites reprendre dans les derniers mètres. Et voilà, dans le sprint, Pfeiffer termine troisième et quatrième et Margot cinquième. Donc ça veut dire qu'elles étaient bien placées toujours sur le sprint. Et donc trois sprinteuses, Lorena Vibes, Elisa Balsamo et Clara Copponi, qui viennent faire le podium. Donc voilà, petite étape classique. Deuxième étape, alors là, il y a eu pas mal de bordures, donc ça a pu permettre de faire un bel écrémage, donc avec je crois qu'elles étaient une vingtaine à être dans le premier échelon de course. Donc voilà, l'histoire de pouvoir éliminer les sprinteuses. Alors bon, ça marche pas trop quand on garde Lorena Vibes devant, hein, puisque parmi les 20 coureuses, il y avait quatre coureuses de la SD Works, je crois, et trois, non, une seule Visma, Margot était toute seule. Mais bon, voilà, ben, il y avait Lorena devant, donc ben, elle est allée s'imposer, comme d'habitude, devant Clara Copponi et Megan Yastrab. Il me semble que Kat Ferguson fait quand même des bons classements sur ses étapes, puisqu'elle réussit à prendre le maillot blanc. Troisième étape, ben pareil, il y a eu quelques bordures, avec un groupe, je sais plus combien elles étaient devant, mais pareil, il y avait Lorena Vibes qui était dans la bonne bordure, donc ben, Lorena Vibes qui reste devant, et ben voilà, tranquillement s'imposer devant Megan Yastrab encore et une belle troisième place pour Amalie Dideriksen pour la Cofidis. Et Nienke Venhoven vient prendre la quatrième place. Et on avait quand même toujours un Margot Vigier qui était dans la bonne bordure et qui a pu faire un bon classement sur cette troisième étape. Quatrième étape, et ben écoute, on prend les mêmes, on recommence, hein, toujours un sprint, toujours Lorena Vibes, voilà, plus trop de suspense là-dessus. Il me semble qu'il n'y a pas eu trop de bordure sur celle-là, c'était l'étape d'Alkmaar, qui avait un petit circuit pris à plusieurs reprises. Deuxième place, Chiara Consoni, troisième place pour Shari Bossoit, et Elisa Balsamo vient prendre la quatrième. On arrive enfin sur une étape un peu différente, qui ne verra pas la victoire pour Lorena Vibes. C'est l'étape 5 qui était un contre-la-montre individuel, et c'est aussi parce que j'étais là. Forcément, quand je suis là, Lorena Vibes ne gagne pas, gagne Et beaucoup moins. voilà, C'est les stats qui parlent. effet McFly. Voilà. Bon, mais on a eu, comme l'an dernier, une victoire pour Zoé Bachsted, qui vient s'imposer donc sur ce contre-la-montre. Et ça lui permet aussi de se replacer au général. Alors, moi, j'ai pas trop apprécié puisque ça lui permet de repasser devant Margot Vigier, qui n'a pas, qui n'a pas réussi un super chrono. Après, enfin, elle fait quand même un bon chrono, mais voilà, elle aura perdu une place sur ce chrono. Et je sais qu'elle a été très déçue, mais moi, je lui dis, ça reste quand même un super résultat là où elle est.
Dernière étape, donc là, il y avait quelques petits chemins gravel sur cette étape, mais c'était une grosse boucle après trois petites boucles. On a eu d'abord deux coureuses qui sont parties en échappée, donc Kirsty Van Afton pour la Cofidis et Britt de Grève pour la DD Multum à Constance, non DD Group machin là. J'ai plus le nom exact de l'équipe. Mais voilà, les deux étaient devant. Ça a un peu cassé, le peloton s'est cassé en deux, mais c'est vite reconstitué. Et après, on a eu Josie Talbot qui a tenté un petit coup sur la fin au niveau du. Ouais, pas sur le circuit, mais un peu avant, qui a pris jusqu'à 2 minutes d'avance. On a eu aussi, je crois, une attaque après sur la fin de Valérie Demey, mais une attaque qui n'a pas été suffisamment longue pour que je puisse la voir. Donc voilà, c'était assez court. Et puis ben voilà, comme d'habitude, ça va se terminer au sprint avec une victoire pour Lorena Vibes. Évidemment, deuxième place pour Nienke Venhoven et troisième place pour Elisa Balsamo. Mais au général, hein, avec 5 victoires, donc 50 secondes de bonification, ben, Lorena Vibes va s'imposer devant Elisa Balsamo qui elle aussi a pu prendre pas mal de bonifications grâce à ses bons classements. Megan Yastrab qui vient prendre pareil une troisième place aussi grâce au bonif. Et Zoé Baxted qui, elle, vient prendre la quatrième place grâce à sa victoire sur le contre-la-montre, qui lui a permis de reprendre un petit peu du temps qu'elle avait perdu sur la deuxième étape, je crois, où elle avait été prise dans la bordure. Et cinquième place, il faut le mentionner parce que Margot Vigier fait un très bon résultat. Donc Margot qui termine cinquième de ce CIMAC Ladies Tour. Voilà. Niveau des classements annexes, ben, le sprint remporté par Lorena Vibes. La montagne, c'est le CIMAC, donc il n'y en a pas. Et puis après, il y avait quoi, les meilleurs jeunes, ben, c'est Zoe Baxted qui va le remporter. Et puis voilà. Et puis je crois que c'est tout. Bon, il y a eu du beau temps pour ce CIMAC, Fly. Ouais, il y a eu grand soleil, il y avait du vent, hein. Je pense que c'est un peu ce qui a caractérisé cette course, notamment sur les trois premières étapes. Étape 2, étape 3 surtout, ben, il y a eu des bordures, il y en a eu un petit peu aussi, je crois, sur l'étape d'Alkmaar. Et hier, sur la dernière étape, il y avait du vent, mais pas suffisant pour faire des bordures. Mais il y avait quand même du vent, hein, ça je peux vous le dire, qui était quand même vent d'est, parce que moi je devais faire entre le premier passage et les autres, je devais partir vers l'est, et donc j'avais vent de face pendant 25 km. Donc je l'ai bien senti. Bon, bah écoute, hein, un, un gros succès de Lorena Vibes, encore une fois, sur, sur ce CIMAC. Elle l'avait gagné il y a 3 ans, c'est ça déjà? L'année dernière, j'aurais dit. L'année dernière? Ah C'est non, pas Kopecky non, l'année non, dernière? l'année dernière, c'est Kopecky, effectivement, oui. Oui, non, c'était. Ah ben, c'est 2022, alors quand Audrey elle va remporter l'étape. C'est ça, il y a 3 ans, donc. Ouais, ça doit faire ça. Que j'avais Ok. le bouquet, alors je l'ai plus ici, parce que forcément, le bouquet, ça dure pas 3 ans, mais j'avais récupéré son bouquet de fleurs. Allez, bah écoute, merci Fly pour ce résumé exhaustif du CIMAC Ladies Tour. On passe avec Cactus sur une course que vous avez présentée semaine dernière et dont on a le résultat, le Giro Toscana Internazionale Femminile. C'est ça, la course a commencé jeudi avec un contre-la-montre par équipe de 5 km remporté par Livalula Jayco Women's Continental Team avec 7 secondes d'avance sur une autre Devo, UAE Development Team, et 8 secondes sur l'équipe polonaise TKK Pacific Nestlé Fitness. C'est l'Écossaise Erin Bouffman, qui est stagiaire dans l'équipe australienne, qui va prendre le maillot de leader, qui est encore junior, mais qui a été une des très belles têtes d'affiche sur le circuit de la saison et qui a déjà signé avec la structure Green Age donc pour la Devo l'an prochain et en World Tour pour les 2 années suivantes. Le lendemain, nouvelle victoire pour la Livalula avec une autre coureur des îles britanniques. Cette fois, c'est l'Irlandaise Emma Jeffers qui s'est imposée au sprint devant Anna van der Arden et Yasmin Lichty. Et elle prend également le maillot de leader. Puis, le samedi, victoire néerlandaise pour la Volker Wessels avec Elin Janssen qui était une des grandes favorites de la course, donc notamment au vu de sa saison et de ses résultats récents en Bretagne notamment. Donc elle s'impose devant Yasmin Lechti à nouveau et Xaide Van Sinai et prend elle aussi le maillot de leader. Puis elle va faire le doublé le lendemain sur la dernière étape
avec une victoire dans un sprint à 3 devant Alena Amialuzik et à nouveau Xaide Vansinay. Donc Elin Janssen remporte le général avec 14 secondes d'avance sur Amialuzik, 20 sur Vansinay, 49 sur Lichty et 5e place pour Ola Kulinic à 56 secondes dans le même temps que Sabrina Stöll. Elin Janssen remporte le classement par points, Xaide Vansinay remporte le classement de la montagne, Anna Tserak de Arum Italia, l'équipe d'une certaine Eleonora Labella, va remporter le classement des sprints et le classement par équipe pour la Volker Wessels. Très bien. J'ai vu un petit blanc, moi, je sais pas, Fly, toi, c'est bon? Ouais, au moment où il parlait de Sabrina Stoltjens, mais après j'ai entendu le Ouais, reste. Voilà, bon, c'est juste pour dire qu'elle terminait 6e dans le temps de la 5e. d'accord. Parfait. Eh bien, merci, Cactus. On passe à la course suivante. La course suivante, c'est la Maryland Cycling Classic Women. Donc, course qui se déroulait aux États-Unis avec, on va dire, un grand tour autour de Baltimore, dans le Maryland, comme son nom l'indique. Cette course est empruntée une partie de circuit en commun avec la course masculine, et notamment la montée principale et la redescente sur Baltimore, pour un total de 115, d'un peu plus de 115 km. Donc, une distance moyenne pour une course féminine de nos jours. C'est un petit groupe de 6 qui s'est détaché pour se disputer la victoire. Et en l'occurrence, elles n'ont été plus que 4 pour se la disputer dans les derniers hectomètres, avec notamment 2 IF Education Oatly, en l'occurrence Clara Haymond, qui a tenté de lancer Alison Jackson pour le sprint. Celle-ci devait se battre avec Emma Langley de la Aegis Cycling Foundation et Agnieszka Skaniak-Sojka de la Canyon SRAM Zonda Crypto. C'est cette dernière qui a fini par s'imposer devant Alison Jackson et Emma Langley, Clara Haymond terminant à la place de la médaille en chocolat 4e, mais en ayant lancé le sprint pour Alison Jackson. Et on retrouve derrière les 2 autres rescapés, on va dire, de ce groupe, Marta Jaskulska pour la Ceratizid Pro Cycling Team, Nathalie Quinn pour la Siniska Cycling. À noter que la Ceratizid Pro Cycling Team disputait, comme on vous l'a indiqué sur nos réseaux, sur nos publications, sa dernière course, et donc finit sa carrière d'équipe avec une 5e place sur cette Maryland Cycling Classic pour Marta Jaskulska. On va compléter le top 10 avec à nouveau une belle place pour la Ceratizid avec Mylène Dezout qui fait 7e et qui remporte le sprint du peloton, juste devant Alex Volstadt de l'IF Education Oatly, Kaume O'Brien de la Siniska Cycling, et pour compléter le top 10, c'est Kenna Pfeiffer d'une équipe américaine, Team USA, puisqu'il y avait de nombreuses structures américaines et également une structure nationale. Voici pour cette Maryland classique. On enchaîne avec du VTT, Fly? Ouais, un petit peu de VTT, puisqu'il y a les championnats du monde qui ont commencé du côté de Valais. Alors, c'est pas les courses les plus connues, on va dire. Ah, Du côté de Champéry? bah, il y a plusieurs sites en fait dans le Valais, donc il y avait peut-être, je sais pas s'il y avait les épreuves à Champéry déjà. Donc, alors on a eu du enduro avec la victoire pour Ellie Hoskin devant Ella Connolly et la française Mélanie Plugin, ou Plugin, ça dépend si vous avez l'accent anglais ou pas. On avait du enduro électrique avec une victoire de George Swift pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande peut-être plutôt. Il faut voir le drapeau, il est un petit donc. Euh, on avait du enduro junior avec la victoire de Neska Libnik pour la Slovaquie, je crois, devant Elise Porta du côté de la France. Elena Frey qui prend la 3e place. Alors, je ne sais pas si c'est de la même famille que Sina Frey, mais c'est possible.
Ensuite, on avait du IMTB Cross Country avec la victoire d'Anna Spielmann pour l'Autriche. On avait quoi d'autre? On avait du Pump Track avec la victoire de Sabina Kosarkova devant Krista van Niederhausen. Mon Suisse n'est pas tip top avec ses noms qui s'écrivent bizarrement. Là où on va retrouver des coureuses un peu plus connues. Là, c'est enfin un peu plus intéressant. Le cross-country marathon en élite avec la victoire de Kate Courtney devant Anna Weinbier pour la Suisse et Mona Mitterwallner, donc qui est chez Human Powered Health, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, donc voilà, donc la victoire de Kate Courtney en plus de 7 heures de course, hein, donc c'est voilà, le VTT marathon, c'est un petit peu du gravel, mais en plus dur, quoi. Si on doit récapituler pour ceux qui connaissent pas trop. Après, on avait de la descente, donc du downhill, avec la victoire de Rosa Zierl devant Eliena Hulsebosch et Aletina Odgaard. Et après, dernière. Donc ça, c'était downhill junior. Voilà. Faut pas confondre. Et le downhill élite, on a eu une victoire pour Valentina Hall, l'Autrichienne, qui s'impose devant deux Françaises, Myriam Nicole et Marine Cabirou. Voilà. Et donc, Caribou, la quatrième, est une Canadienne, Gracie Hemstreet. Voilà un petit peu pour les épreuves qui Cabiro est se sont passé devant la déroulées. Caribou. Bravo, Marine. Très bien. Écoute, on va continuer à suivre ça, je crois, la prochaine. Hein, le VTT, tu vas nous en reparler tout à l'heure. C'est ça. C'est pas fini, c'est pas fini. En attendant, il y a quand même une autre course avec un nom un peu curieux, la Rasnamban. Qu'est-ce que c'est que cette course? Ben, c'est une course parce que le nom il est irlandais. Et comme tu l'as dit pour tout à l'heure, Kyle O'Brien, je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça d'ailleurs son nom. Il me semble que c'est Kiva, mais je suis pas tout à fait sûr. Ouais, c'est ça que ça ne ressemble pas du tout à ce qui est écrit. Mais Ok. donc du coup, ça, la race Namban, si je prononce bien, qui était une course par étapes qui s'est déroulée en Irlande, course de niveau national, mais qui avait quand même des coureuses un peu internationales, puisqu'il y avait, il y avait une équipe française, la Lady Mips, il y avait des équipes néerlandaises, avec notamment l'équipe de Breda et de Noord-Holland. On avait aussi une équipe une sélection grecque, l'équipe d'Irlande, une équipe belge et une équipe danoise. Voilà, au départ de cette course-là. Donc, bah, c'est un peu les équipes, quasiment toutes dont je vous ai parlé, qui se sont allées s'imposer. Puisque bah, des petites victoires françaises. On va voir la première étape qui est gagnée par Océane Goergen, je ne sais pas comment on prononce exactement, mais Océane, qui va gagner aussi la troisième étape. On aura sur la deuxième étape une victoire de Noor Dekker, qui est pour le Breda, il me semble, qui roule pour Breda ou pour Noord-Holland, je sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, étape 2. Ouais, c'est bien pour Breda, qui va s'imposer devant Noémie Abgral et Olympia Noreen Mortensen sur la troisième étape. Sur la deuxième étape, pardon. La troisième étape, donc une victoire d'Océane. Étape 4, donc ça c'était une victoire pour Noémie Abgral. Ensuite, on a eu un contre-la-montre pour l'étape 5 qui s'est conclue par une victoire de Alice McWilliam, qui est coureuse qui était coureuse chez S et qui du coup s'est retrouvée à courir pour une Team Phoenix. Phoenix comme qui s'écrit Phoenix, hein, non pas confondre avec la Phoenix de Koenig. Et enfin, dernière étape qui s'est déroulée au sprint avec une victoire pour Océane Goergen à nouveau. Et donc le classement général, vous l'aurez deviné, il s'est joué sur le contre-la-montre, puisque c'est Alice McWilliam qui va s'imposer devant Noémie Abgral, Noor Dekker et Olympia Norrit Mortensen pour la team Torelli. Amelia Sebak qui va compléter le top 5 et le top de mes chouchouteurs, non peut-être pas parce qu'il y en a un petit peu encore, mais je vais pas tout vous les dire. Voilà, un petit peu 12 secondes d'avance au général pour Alice.
Bah, la team Phoenix était bien nommée pour une survivante de la S. C'était vraiment une résurrection pour elle sur cette course, du coup. Ouais. Bah après, oui, c'est peut-être aussi. Elle avait Ouais, à puis cœur c'était une occasion de de se voir le montrer maillot aussi. de championne de France aussi. Euh, pour qui? Oui, c'est Noémie Abril, oui. Ah, mais on l'a perdu. Ça y est. Il disait un truc intéressant. Ouais, c'est Noémie Abril qui avait le maillot de championne de France et qui a pu le montrer à l'étranger. Il revient, il revient. C'est monté de retour? Non. Bon, c'est dommage. Je Bon, rappelle bah, qu'il fait. continue sur cette course, s'il y a des choses encore à dire. Ben, le classement des jeunes a été remporté par une jeune prometteuse que j'aime bien. Donc c'est Olympia Norin Mortensen, donc qui va s'imposer pour 3 secondes devant Amelia Sebak. Au niveau du classement par points, c'est Alice McWilliam devant Olympia pour 2 points. Et sur la montagne, c'est Noémie Abral, voilà, qui va s'imposer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ok, merci. Et puis ben, on a une breaking news aussi. On a parlé dans le classement de la Marianne Cycling Classic tout à l'heure d'Alex Volstadt qui était dans le top 10. Elle a levé les bras. Ouais, parce qu'il y a eu une autre course aux États-Unis, donc qui a eu lieu la nuit dernière, je crois, un truc comme ça. Et ben voilà, ben c'est Alex qui allait s'imposer. Au sprint, bien emmené par ses coéquipières de l'AIF. Donc voilà, première victoire pour Alex Volstad sous ses couleurs rose de la IF, puisqu'elle avait déjà gagné en rose, je crois, avec Watersley, mais c'était pas le même rose. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres courses qui sont passées sous les radars dont on voudrait parler? J'ai pas noté. Si on a tout, tout va bien. On va passer au preview alors. On va passer Allons-y. au preview et puis bah, forcément je vais prendre la main tout de suite parce que demain démarre la plus grande course du monde. Forcément, le Tour de l'Ardèche, le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, euh, donc qui se déroule de demain jusqu'à dimanche sur 6 étapes en Ardèche et autour de l'Ardèche, puisque quand on fait le Tour de l'Ardèche, on fait vraiment le Tour de l'Ardèche, on va tout autour. Donc cette course en 6 étapes, petit rappel, parce que je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé. On aura une première étape demain sur 127 km autour de l'Audun-Ardoise. C'est un classique du TCFIA avec une arrivée sur une petite bosse pour essayer de faire une petite sélection et favoriser les puncheuses. On enchaînera mercredi avec la deuxième étape dans le Nord-Drôme entre Saint-Rambert-d'Albon et Saint-Donat-sur-Verdas avec une jolie boucle sur la Drôme des Collines au nord de Saint-Donat. Là, on aura un petit peu plus de dénivelé avec des montées à répétition, pas forcément très longues, mais assez punchy là aussi. L'arrivée vers Saint-Donat, elle, se fera plutôt en descente. Donc, il faudra avoir fait la sélection avant si on ne veut pas avoir les sprinteuses encore dans les pattes. Pour jeudi 11 septembre, on partira pour 119 km et là, on sera plutôt au sud, entre Avignon et Pernes-les-Fontaines, avec là aussi un petit peu de dénivelé sur la deuxième partie de l'étape. Ça va être aussi assez intéressant de voir comment se déroule cette étape-là. Elle pourrait faire des écarts pour le classement général. On trouvera une quatrième étape sur Vals-les-Bains sous la forme d'un contre-la-montre de 20 km 100 vendredi. C'est pas une nouveauté, hein, le TCFI a déjà eu des contre-la-montre
à son programme. Ce n'est pas forcément le cas tous les ans. Donc cette année, on retrouve un format contre-la-montre, et format contre-la-montre pas tout plat non plus, mais avec la difficulté plutôt en début de parcours. Donc la possibilité de se récupérer si on n'est pas tout à fait dans le rythme au départ, pourquoi pas par la suite. La cinquième et avant-dernière étape se déroulera samedi entre Mende et le Mont-Lozère. C'est, on va dire, ce qu'on appelle l'étape reine de ce TCFIA depuis déjà quelques années. L'arrivée au Mont-Lozère avait vu l'an dernier la victoire de Cactus. Attention, c'est à toi. Fariba Hashimi, qui est donc a priori à la recherche d'une équipe puisque la Ceratizid s'arrête, donc embauchez-la s'il vous plaît. Voilà. Et prenez Yul12 au passage aussi, c'est bien de prendre des sœurs dans la même équipe. Déjà, tu me rassures, tu as un peu de mémoire de ce qu'avait fait Fariba l'an dernier. Donc voilà, étape très orientée sur les grimpeuses avec l'arrivée au sommet du Mont Lozère. Là aussi, on va avoir des écarts et le TCFIA peut très bien se jouer ce jour-là également. Et puis on finira dimanche avec là aussi une étape traditionnelle entre Beauchastel et Privas, traditionnelle depuis déjà quelques années, où on aura là aussi un final assez punchy, assez intéressant, une arrivée en montée sur Privas. La start list est assez intéressante, même si on avait espéré peut-être un petit peu mieux dans ce qui nous avait été annoncé. Pauline Ferrand-Prévot ne prendra finalement pas le départ de ce Tour de l'Ardèche. Je note qu'elle calque sa préparation sur celle de Célia Géry. Donc on peut espérer avoir des Françaises championnes du monde et championnes d'Europe incessamment sous peu. On aura quand même du beau monde au départ de ce CFIA avec la Team SD Works emmenée par Lotte Kopecky et Micha Bredevol, récente vainqueur en Bretagne. La FDJ Suez se présentera avec des têtes d'affiche comme Evita Music et également la locale Léa Curigné. La Human Power Health avec Barbara Malcotti, Giada Borghesi, évidemment pour faire plaisir à Cactus. L'UAE Team ADQ sera emmené par Maëva Skiban et Erika Magnaldi. Erika Magnaldi qu'on a l'habitude de voir briller à Chambéry. La Cannes SRAM Zonda Crypto Generations viendra avec une équipe plutôt jeune et on retrouvera, tiens, moi celle qui me fait le plus plaisir, c'est évidemment la Rwandaise Diane Ingabire qui a toujours le smile. La Visma Is a Bike sera emmenée par Marion Bunel avec son dossard 51 et Victoria Schladonova, entre autres. Femke de Vries est là aussi. Legend Insurance Soudal viendra avec une équipe U23, mais tout de même emmenée par Laurette de Schepper. La Livalula, là, il y a une belle grosse équipe quand même, parce qu'on a Silke Smulders, on a Ruby Rosman Gannon, on a Ella Wiley, on a Monica Trinka Colonel. Bref, pas mal de cartes à jouer sur les différentes étapes. La Picnic Ostenel aussi vient assez armée avec Marta Cavalli et Eleonora Chiabocco. Alors, c'est pas la bonne Eleonora pour Fly, mais voilà, on fait ce qu'on peut. La Laboral viendra avec son équipe, une équipe assez type, mine de rien. Hein. Julia Birukova et Anne Santesteban seront là, mais Alice Maria Arzoufi également, par exemple. Chez Arkea BNB, on aura Valentina Cavallari et Lotte Kless, accompagnée forcément, là aussi, de la locale ou quasi-locale dromoise Laura Asensio. Côté Winspace, pareil, équipe type, hein, Nadia Gontova, Fiona sera là, Constance sera là, Camille également. Juste attends, je te coupe au niveau de la Winspace. Jenaya Francis sera là et elle fête son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, joyeux anniversaire à Jenaya. Ah ben voilà, joyeux anniversaire à Jenaya, effectivement, elle aura le dossard 115. Saint-Michel, préférence over 93, sera emmené par Ségolène Thomas et Solène Muller, avec de la puissance fournie forcément par Emily Watts. La Lotto Ladies sera également présente. Là, il y aura une équipe du WCC, donc aidez-moi de différents. Yul12 Hashimi.
des différentes nations qui sont supportées par l'UCI, et notamment Yulduz Hashimi sera effectivement au départ. Et pour compléter tout ça, Landsleague Alba Development Road sera présente, emmenée par la récente recrue, la future récente recrue de la FDJ Suez, Lorraine Dixon. Voilà, je ne vous ai pas tout dit, mais presque. Donc, Moi je voudrais rajouter deux noms. D'une part, Amalia Debarge pour UAE, donc je veux dire, qui nous suit et qui interagit pas mal avec nous donc sur Instagram aussi, donc on peut signaler comme ça. Et côté laboral, notez que c'est la première course pour l'autre stagiaire de l'équipe. Donc, on a pu voir, enfin, on l'a pas évoqué, mais on a donc Iratia Aranguren qui a déjà disputé quelques courses. Et on aura donc Maïté Urteaga qui va débuter avec l'équipe sur cette course. Tout à fait. Et on ne peut pas citer Amalia Debarge sans citer Nina Lavenu. Elles sont pas inséparables parce qu'elles ne sont pas dans la même équipe, mais quasi. C'est les deux copines. Et puis Voilà pour ce tour de aussi ce que l'Ardèche. tu n'as pas dit, c'est qu'il y a un double Kopecky hein, sur le SD-Works. Ah oui, on a du Kopecky, du Kopechki chez la Team SD Works. Donc, Julia et Lotte seront toutes les deux au départ. J'ai Julia, mais ce serait plutôt Julia, je pense. McFly, on a parlé VTT tout à l'heure, on a dit qu'on allait en parler. C'est le moment. Ouais, effectivement. Bah, du coup, il y a la fin des courses de VTT, donc avec les deux disciplines, on va dire reines, il y aura la reine du VTT, Puck Peters, qui sera sur ces disciplines-là. C'est le XCC et le XCO, donc les descentes olympiques, donc enfin, les courses. Voilà, la discipline olympique sur le XCO et le short track sur le XCC. Donc à suivre, je crois qu'il y a les qualifs qui seront demain et le reste, enfin demain. Donc ça commence par le XCC sur 2 jours et puis après il y aura ce week-end le XCO. Donc voilà, donc à suivre pour voir si Puki va conserver son titre. C'est pas gagné. Cactus, on a quand même pendant ce temps-là aussi quelques courses, notamment dans le nord de la France. C'est ça, on a un week-end avec deux courses, donc à travers les Hauts-de-France, puis Fourmies. Donc on va commencer par la première, logiquement, on va rester dans l'ordre, ça fera pas de mal. Donc course de 127 km cette année entre Péronne et Arleux en Goële. Donc Péronne dans la Somme et Arleux en Goële qui doit être dans le Pas-de-Calais, il me semble, avec un passage également dans le Nord. Faudrait que je vérifie. C'est possible qu'on passe dans l'Aisne, mais je peux pas le garantir. Enfin, en tout cas, on va se Je promener, crois quoi. non, non, ça passe pas dans l'Aisne. Ça passe pas dans l'Aisne? Non. D'accord. Donc, on va quand même se promener à travers les Hauts-de-France, hein, comme son nom l'indique. Quelques petites côtes répertoriées, mais la course devrait se finir au sprint avec un circuit final plat de 6,8 km qui sera parcouru à 2 reprises, 2 reprises et demie en comptant l'arrivée sur le circuit, on va dire, avec un dernier angle droit à 220 mètres de l'arrivée et une dernière courbe à 140 mètres. Donc la course n'avait pas eu lieu l'an dernier, et il y a 2 ans, on avait vu une victoire de Valentine Fortin devant Christine Majerus et Marthe Troyen. Donc ça s'était joué au sprint, mais c'était sur un parcours différent. Donc on ne peut pas avoir de garantie. Pas encore de start list pour l'instant, mais on a la liste des équipes avec 6 World Teams annoncés. Bon, je me base sur First Cycling, je pense que c'est la même sur le site de l'équipe. Donc 6 World Teams au départ. AG Insurance, FDJ Suez, Human Power Health, Movistar, Roland et UnoX. 4 Pro Teams, Arkea, Cofidis, Laboral et Volker Wessels. Il est étonnant de retrouver Saint-Michel, de ne pas voir Saint-Michel ou Winspace, mais on sait que c'est en parallèle justement du Tour de l'Ardèche et que les équipes n'ont pas forcément les moyens d'avoir 2 fronts en même temps. Quand on a une dizaine de coureuses, forcément, c'est trop compliqué. Et on aura également 8 contis, donc B-Pink, CG Ochi, DD Group, l'Adevo de Live et celle du AE, Smurfit, la Team Cop et Top Girls Sabortolo. À noter également 2 équipes amateurs, le Abus Sprinter Club féminin et le Team Avenoir. Donc, à travers les Hauts-de-France, c'est une course qui est classée en point 1 et on enchaînera le lendemain, donc dimanche, avec la Coralis Fourmi qui est classée en point pro. Donc, arrivée prévue vers 14h40, 123 km et 700 mètres d'annoncés autour de Fourmi.
Donc un parcours plus classique justement qu'on a déjà eu ces dernières années. Circuit final de 10,6 km à parcourir 5 fois, donc près de la moitié du parcours total. L'année dernière, on avait vu la victoire de Silvia Zanardi devant Kat Ferguson, qui est encore stagiaire, et Martina Alzini. La course fait d'ailleurs partie de la Coupe de France FDJ, et il n'y a pas encore de start list, ni même de liste des équipes, mais on devrait possiblement retrouver des compositions assez similaires à celles qu'on aura la veille. Il n'y avait pas la liste des équipes, il me semblait l'avoir vu. Ah, bah, je l'ai pas sur First Cycling en tout cas. Ah bah sur leur site alors. Ils ont dû le mettre. Bah, sur leur site, j'ai regardé, il y a une start list, mais c'est celle de 2024. Effectivement, ouais, il y avait ça aussi comme problème. Mais voilà, il y a encore quelques jours avant qu'on ait les informations, c'est les courses du week-end. Donc forcément, on n'a pas tout et Alors, ça peut encore évoluer. moi, je peux indiquer un nom qui m'a été communiqué, une future coureuse de la FDJ, Eva Van Aert, qui devrait être au départ pour la Visma Lease Bike. Allez, il y aura du moment de toute façon, hein, et la Coupe de France, effectivement, au milieu, donc il y a aussi du monde intéressé là-dessus, Oui, et puis la FDJ sera là aussi, hein, forcément. Ils auront à forcément. cœur de briller sur la Coupe de France FDJ. Bah, contrairement à l'an dernier où il y avait eu un triple front même avec ce week-end de course, le Tour de l'Ardèche et le Tour de Romandie. Là, cette année, il n'y en a que deux, c'est plus gérable, si on peut dire. Ouais, c'est plus simple, c'est plus simple. Oui, et Déjà, puis de on toute voit que c'est façon, sur le compliqué pour, Romandie, les équipes prennent pas le départ, donc c'est plus simple. ouais, déjà, on voit que c'est compliqué pour certaines équipes de s'aligner sur deux fronts, alors sur trois, c'est Mm. vraiment, voilà. Et voilà, on voit que, bah, et même du côté de l'Ardèche, justement, on n'a pas Cofidis, Non. mais qui avait déjà fait l'impasse l'an dernier, il me semble. Voilà, on voit que même pour des équipes françaises, c'est pas forcément envisageable. Allez, on reste dans des endroits où il fait pas beau, mais on va plus vers l'est, on va en Allemagne. Alors, je te laisse seul, comment on dit, responsable de tes propos, je ne Voilà, m'engagerai pas sur le sujet. j'assume, j'assume. Ça va qu'on n'ait pas de breton. Avec dimanche également le Grand Prix Stuttgart und Region, donc course de 124,2 km avec un circuit final de 9,2 km qui sera parcouru à deux reprises. Profil un peu plus accidenté qu'à Fourmi, mais qui n'avait pas empêché l'an dernier la victoire au sprint d'Eleonora Gasparini devant Liekenoyen et Mareille Meyering. On peut imaginer que l'Italienne soit à nouveau présente cette année. En tout cas, son équipe UAE est annoncée au départ, tout comme Canyon, Livalula, Movistar, AG Insurance, Phoenix et Lidl Trek. On aura également IF et la Volker Wessels côté Pro Team. Pas mal de contis avec la LKT, la Cup Repsol, l'Auto Ladies, Mendelspec, Dukla Praha, Isolment, Premac Victoria, Nexetis et Das Hutchinson, ainsi que les Will Diva, qui ne sont pas UCI, me semble, et des sélections allemandes et de Stuttgart, a priori. Les Real Divas, qui Et est l'équipe d'une certaine Elisa Winter, pour Voilà. situer, faut en Mais parler. pour l'instant, on n'a pas de composition communiquée. je reviens rapidement sur la Coralis Fourmi. Moi, j'ai possiblement la championne de France, Marie Lenette, qui est annoncée au départ, et une certaine Lorena Vibes. Ah, Ah, bah oui. Du coup, si elle est Euh, annoncée au départ, il y a des chances quand même qu'elle soit annoncée première à l'arrivée. Donc, à l'arrivée. si vous voulez du Voilà. suspense. On verra comment la s'il ne course lui se arrive déroule, rien, ce qu'on lui souhaite évidemment. bien sûr. Donc pour rester toujours dans la même ambiance au niveau weather forecast, le cyclocross arrive, Fly. Ça y est, c'est bientôt la saison, hein, et il nous faut de la boue, il nous faut des vraies conditions de cross. Ouais, alors pour la boue, je sais pas s'il y en aura parce qu'ils ont pas prévu enfin, ils ont prévu de la pluie pour demain, mais pas sur le reste de la semaine, puisque bah, c'est une course qui est juste à côté de chez moi, vers là-bas effectivement, à une dizaine de kilomètres. Attends, oui, si je me suis bien orienté. Donc à une dizaine de kilomètres, donc ça va être le Klibercross qui est du côté de Mechelen aux Pays-Bas, à ne pas confondre avec le Mechelen de Belgique ou Mas Mechelen aussi, qui est en Belgique aussi. Donc bah, c'est l'un des premiers cyclocross de la région de la Belgique.
Belgique-Pays-Bas sur cette saison. Je vous conseille pas de faire une reco, hein, parce que moi j'avais essayé, ça m'avait coûté un dos. Donc bah, si vous y allez, allez-y juste en spectateur. J'irai sûrement avec le vélo d'ailleurs, mais parce que c'est à côté que j'ai pas envie de prendre la voiture pour faire 10 km et qu'un pied c'est un peu loin. Donc voilà, j'irai sûrement en vélo, mais je me testerai pas sur le circuit. C'est un circuit qui change tous les ans, mais il y a quand même, ouais, bah, c'est du cyclocross, donc il y a des petites parties techniques, hein, ça, il y en a une qui est pas mal, ouais. Et puis il y a aussi pas mal de parties dans l'herbe, donc voilà, écoute, on va voir un petit peu ce que ça va donner. On a annoncé au départ une coureuse de la FDJ, hein, puisqu'il faut parler de la FDJ tout le temps, c'est Lorraine Molenrath. Donc voilà, ceux Ouais. C'est qui pas sont... faut parler de la FDJ, c'est faut parler de Lorraine. Oui, c'est ça, faut parler de nos chouchoutes. Ouais. Lorraine, bah, qui ne connaît pas son avenir puisqu'elle n'a pas encore été prolongée chez FDJ, donc on verra si elle continue chez FDJ ou pas. Voilà, ça y est, dès qu'on parle de Lorraine, il y en a un qui est vexé, il se barre, bon, mais tant pis. Il y aura une aussi sur la course U19, je sais plus si elle est le 2 heures plus tôt, enfin 1 heure plus tôt, en début d'après-midi, donc il y a une course U19 suivie de la course élite, et sur la course U19, on annonce une certaine Ariane Novanhuis. Voilà, alors je sais pas si je vous ai spoilé les deux vainqueurs des deux courses, mais voilà. N'hésitez pas à venir. Donc c'est On verra. dimanche. Et samedi, il y a la course U17, mais j'en connais aucune. Ce qui est relativement bizarre d'ailleurs, je suis en train de me dire. Il va falloir que tu te remettes à jour. Ouais, exactement. Ah ouais, bah écoute, on a fait le tour des previews a priori. On va passer aux actualités. Et les actualités, bah, tu vas garder la main, Fly, pour nous parler déjà de deux sujets qui sont un petit peu similaires. Le Mondial 2027 et Paris-Roubaix 2026, où il y a eu des annonces sur les courses. Et effectivement, deux annonces qui sont plus ou moins bien pour ceux qui vont les suivre. Donc pour le Mondial 2027, donc ça va être celui qui va se faire en France du côté de la Savoie. Donc qui sera le mondial un petit peu toute discipline avec il y aura les courses sur route, il y aura la piste donc qui sera plus du côté de Saint-Quentin-Yvelines, mais il y aura aussi tout ce qui est VTT, je crois gravel aussi, voire même truc amateur là, c'est pas pseudo amateur qui est cyclisme pour tous, j'ai plus le nom, mais voilà, donc il y aura un petit peu toutes les courses qui seront au même endroit au même moment et la course Probablement le paracyclisme aussi, du coup. oui, effectivement oui, il y aura tout ce qui est para aussi. Et qui se terminera en beauté puisque la course qui clôturera ce mondial sera la course route élite femmes, donc qui aura lieu le dimanche de fermeture. Donc voilà, donc, on terminera par la meilleure des courses. Ok, et pour Paris-Roubaix, Et pour Paris-Roubaix, alors ça, moi je le prends comme une mauvaise nouvelle, puisque bah, Paris-Roubaix, avec le Tour de France, c'est quand même l'une des seules courses qui arrive à vivre sans la course homme ou les courses qui arrivent à ne pas faire vivre la course homme. Voilà, voilà, les courses qui peuvent être indépendantes. Sauf que pour 2026, ils ont décidé de faire les deux courses le même jour. Donc les deux le dimanche, voilà, avec ben, les gens qui viendront pour une course qui seront embêtés par l'autre, hein, puisque ça, il y en a quand même beaucoup. J'ai fait les différents Paris-Roubaix sur les années précédentes avec ben, les gens qui venaient pour la course élite, mais qui ne savaient pas qu'il y avait une course U23 2 heures avant. Et donc pendant la course U23, ben, se promener au milieu des secteurs pavés, hein. Tant pis si ça gêne. Et qui savait pas qu'il y avait une course U19 encore avant la course U23 d'ailleurs. Oui, oui, mais bon, ça, ils n'étaient pas arrivés non plus. Il faut pas non plus leur demander de se lever tôt. Mais voilà, donc c'est vrai que déjà le fait d'avoir la course U23 et Elite le même jour, ça commence à poser des problèmes. Je me dis qu'après, est-ce que les gens qui viendront, parce qu'il y en a aussi quand même, je pense, qui ne suivent pas le cyclisme féminin et certains qui n'aiment pas non plus, voilà, leur côté macho, voilà, donc ils feront pas forcément trop d'efforts. Donc je suis pas convaincu moi que ça soit la meilleure des idées, alors que dans l'état actuel, on a le samedi, ben, on a vraiment une course dédiée aux femmes et les gens qui viennent vraiment pour voir du cyclisme féminin et ou juste pour voir des gens sur des pavés, c'est aussi intéressant à voir. Mais voilà, moi je trouve que c'est une mauvaise idée.
Et Mm. voilà, Paris-Roubaix le samedi, c'était vraiment beau à voir. Et là, le dimanche, je pense que ça va un petit peu gâcher le truc. Et pareil, pour ceux qui regardent à la télé, bah, ils pourront pas suivre les deux courses. Donc, bah, ils devront faire un choix. Et là, bah, voilà, ils devront faire le choix. Alors que cette année, ils pouvaient ne pas faire le choix et profiter de deux fois plus. Mm. En même temps, sur Ouais. la course homme, tu as 2h30 ou 3 heures où tu n'as rien à suivre au début. Donc, Ouais, de moins en moins quand même. Là, ces dernières années, il me semble qu'il y avait eu quand même des tentatives de bordure, des trucs comme ça. Enfin, GR Paris-Roubaix, c'est quelque chose qui a été assez repris. Enfin, je vais parler de ce que j'ai vu sur le groupe Eto parce que j'y suis très actif. Mais c'est typiquement la course où on peut pas se permettre de sacrifier une partie. Que sur un Liège-Bastogne-Liège ou une Flèche Wallonne, bah, si on loupe le premier passage, a priori, c'est pas grave. Ou si on loupe les premières courses, c'est pas trop grave. Là, c'est plus gênant, on va dire, pour Paris-Roubaix. Et on parlait des courses qui se superposent. Voilà. On sait que la journée du dimanche, actuellement, c'est déjà une journée qui est peut-être pas complète, mais pas loin en termes de courses. Si on rajoute les femmes en plus, bah, et ça risque d'impliquer potentiellement un déplacement des épreuves jeunes sur une autre date ou quelque chose comme ça, parce que déjà, j'ai du mal à voir comment on pourrait faire les courses femmes et hommes le même jour sans prendre en compte les autres. Mais en plus, s'il faut rajouter les jeunes, ça va vite être compliqué. Bah après, je pense que ce qui peut se faire, c'est faire à la place de la U23, tu mets la course femme, et la U23, tu les mets la veille. Mhm. C'est à peu près, en termes de distance de course, c'était à peu près pareil. Mais voilà. Ouais, mais l'intérêt de faire ça, Ah bah parce que écoute, moi je ne vois pas l'intérêt de mettre Paris-Roubaix femme le dimanche, donc à part si c'est pour la bah, mettre à la place de la course homme. la seule explication qui m'était venue en tête, c'est éventuellement que c'est peut-être plus simple en termes de sécurité, etc., de bloquer que une journée plutôt que deux, ou deux plutôt que trois en prenant en compte la cyclo. Mais je sais pas du tout à quel point c'est un argument qui peut être pertinent. Et si c'est pour Hmm, redécaler d'autres courses, je suis pas convaincu. ouais, bah il ne faut pas surtout que négliger aussi le poids que peut avoir la retransmission télé et le diffuseur, justement, qui peut éventuellement demander à ce que les deux courses aient lieu le même jour. bah ouais, mais tu mets les deux courses Je le même sais. jour, tu les mets en même temps. Niveau retransmission, Ouais, t'en auras qu'une et t'auras pas deux jours, quoi. Donc bah, c'est ça. Ah, ils J'allais ont... dire, est-ce qu'il vaut mieux pour ASO qu'on ait deux courses l'après-midi, deux après-midi de suite, ou une course le matin et une course l'après-midi le même jour? Je suis pas convaincu que ce soit beaucoup mieux de faire les deux le même jour, hein, Mais ASO, en c'est termes de, l'organisateur, c'est pas le diffuseur. Hein, donc, ou France TV, mais ouais. je suis pas convaincu que ce soit beaucoup plus intéressant pour eux. Est-ce que bah, d'un autre côté, ils on se peuvent dit garder pas leur série justement, le samedi après-midi. est-ce que c'était pas l'objectif initial de dire on met les deux courses le même jour? Il y a eu un temps où on a permis à la course femme de grandir sans être à l'ombre de la course homme. Et aujourd'hui, on se dit la course femme, remportée quand même cette année par Pauline Ferrand-Prévot, a atteint le niveau de maturité que l'on escomptait et on passe les deux courses le même jour. Voilà. Je sais pas, hein, je cherche des Ouais, ça explications paraît dans ce bizarre sens-là. comme logique de dire, bon, on la laisse se développer, maintenant qu'elle est développée, on va la remettre dans l'ombre. Ben justement, en se disant que cette place-là, elle ne sera pas dans l'ombre. Après, si Elle a tu son vas dans ce identité, elle sait sens-là, qui. c'est pour faire de l'ombre à la course masculine. Mais, Ah bah peut-être. mais bon, Mm. c'est pas dans leur intérêt non plus de faire de l'ombre à la course masculine. Et il n'y a pas eu de communication officielle, il me semble, sur le sujet. C'est Non, des j'ai journalistes qui ont repéré ça, mais il n'y a pas eu d'annonce ou de choses comme ça. Donc on n'a pas de justification effectivement. pour l'instant. On Non. aurait encore le temps d'aller se plaindre à France Télé, à SO et à tout le monde, histoire de leur dire que c'est pas une bonne idée. Oui, après, moi je dis France Télé, il ne faut pas négliger le poids, encore une fois, de France Télé dans l'affaire, mais peut-être que justement, c'est pas de leur fait non plus, hein, j'en sais rien du tout. Ah, faut bien trouver quelqu'un hein, quand même hein, qui soit responsable. Oui, j'allais dire, si c'est quelque chose qui ne profite à personne, c'est bizarre. Enfin, c'est encore plus bizarre comme décision, quoi. Ouais, ouais, tu sais pas, hein, c'est pas évident non plus d'organiser des choses comme ça sur 2 jours, de bloquer sur 2 jours.
Peut-être que sur une course, sur les courses U23, il n'y a pas les mêmes nécessités de blocage, il n'y a pas les mêmes contraintes de sécurité, Si, il n'y si, a pas, voilà, j'en clairement, sais sur rien. le truc, Hein. les routes Après, étaient c'est quand des même courses, bloquées toute pas la toujours pas journée, les hein. mêmes, mais Donc, hein. sur le dimanche, t'avais quand même de la police qui était là, qui bloquait la route toute la journée. Ouais. Donc après, ouais, c'est peut-être est-ce qu'ils n'ont pas les autorisations de bloquer pendant 2 jours et que du coup ils peuvent bloquer les Peut-être. routes complètement que sur un jour. Et dans ce cas-là, ils peuvent pas faire la veille, mais du coup, tu aurais la cyclosportive sur route, bon, comme ça avait lieu les années précédentes, sur route quasiment Oui. fermée. Puisqu'après, de toute façon, personne ne va sur les pavés en temps normal, hein, Ils veulent peut-être développer encore plus la cyclosportive. Ils ont peut-être eu des plaintes de gens qui faisaient la cyclosportive qui ne pouvaient pas voir la course femme. Je sais pas, mais... moi. Ouais, ben ça, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, tu mets la cyclo notre jour. Tu mets Bah ouais, la... Genre, mais parce que je sais pas les si... gens Je ils sais viennent pas quand d'autres est-ce que week-ends ça pour tombe par rapport à Paris-Roubaix, Pâques. donc Si, il me semble que je m'étais peut-être plaint, moi, de ce truc d'ailleurs, mais j'espère que c'est pas de ma faute. voilà, c'est de Mais ta faute. On cherchait le fautif. Ça y est, on l'a trouvé. non, non, j'espère pas, Non, hein. non, mais la solution, elle est simple. Faut mettre la cyclo le jour de la course masculine. Comme ça, on peut regarder la Voilà. course femme tranquillement. Ben ouais, ou sinon, je sais pas quand est-ce que ça tombe par rapport au lundi de Pâques. Mais si tu fais la cyclo sur le lundi de Pâques, Bah, le problème, c'est que le calendrier est relativement fixe et qu'il y a que quelques courses qui sont variables comme ça. Bah, il y a Moucron, il me semble, qui est tout ouais. le temps le lundi de Pâques, mais Oui, d'accord, mais non, ça mais voudrait d'accord, mais dire. si t'as Paris-Roubaix, si c'est une semaine avant ou autre, ben, tu peux le faire le lundi de Pâques. Enfin voilà, au moins Ouais. ça te permet d'avoir la course et les gens qui peuvent aller y assister, quoi. L'an prochain, c'est pas le week-end de Pâques, en tout cas, c'est sûr. Ok, bon, ça tombe bien parce que si j'ai un baptême le week-end de Pâques, je pourrais faire les deux. Allez, on close ce sujet-là, on passe au suivant. Il faut que tu nous parles de Sean Chris aussi. Ouais, bah, du coup c'est la championne de Grande-Bretagne de cyclocross. Et bah, alors elle n'a pas continué avec son équipe puisque ça s'est arrêté l'année dernière. Je sais pas si l'équipe continue d'ailleurs, mais voilà, avec l'équipe Spectra. Et ben du coup, elle s'est dit, bah, allez, je vais monter mon équipe. Donc elle a lancé sa propre équipe avec quelques coureuses. Donc c'est la OGT, Only Good Taste, je crois, un truc comme ça. Voilà, qui est une marque de nutrition pour sportifs et de petites barres, céréales, tout ça. Donc voilà, ben, elle a lancé son équipe et puis elle va faire ses premiers cyclocross, pas sur le Clibercross, elle va plutôt commencer en local en Grande-Bretagne. Je crois que c'est du côté de Londres qu'il y a un premier cyclocross, donc où elle va pouvoir montrer ses belles couleurs de championne de Grande-Bretagne qui sont les mêmes que les championnes des Pays-Bas avec un drapeau plus petit. Très bien. Une autre actu concerne Ella Simpson. Alors, Ella Simpson, on vous en avait parlé en tout début de saison parce qu'elle avait bien performé sur les courses australiennes. C'est une Australienne avec notamment son intégration dans sa nouvelle équipe qui était la Saint-Michel-Aubert. On vous en a reparlé également au mois de mai puisqu'elle a annoncé de manière assez inattendue qu'elle arrêtait, qu'elle mettait un terme à sa saison et à sa carrière cycliste. Elle est revenue ces dernières heures sur les réseaux sociaux pour expliquer, en quelque sorte, ou en tout cas décrire, il n'y a pas besoin d'expliquer, mais décrire les raisons pour lesquelles elle a décidé d'arrêter sa carrière. Et elle explique qu'elle, en fait, était en combat continu avec des troubles de la nutrition et des difficultés de santé mentale liées les unes aux autres. Qu'elle avait essayé de son mieux, évidemment, de passer par-dessus tout ça, mais aussi de le cacher, mais que malheureusement, elle avait dû se rendre à l'évidence que c'était voilà, c'était pas quelque chose qu'elle pouvait endurer de concours avec une vraie carrière de sportif professionnel.
et elle a préféré regarder les choses en face et dire que ben, voilà, ce métier n'était, on va dire, pas fait a priori pour elle, en tout cas pas dans ces conditions-là. Donc c'est une, euh, c'est une sortie relativement courageuse, je trouve, de sa part, parce que c'est pas forcément des choses dont on aime parler, d'une part. Et puis, bah, ça fait quand même un peu écho à des débats qu'on a eus aussi cet été, et ce qui prouve que bah, on n'est pas tous égaux sur ces sujets-là par rapport à ces problématiques-là, et que ben, le poids et la performance sont liés, mais que ben, parfois il est compliqué euh, de tenir le choc face aux pressions qui sont mises en jeu pour arriver à performer. Voilà, j'ai trouvé que c'était courageux de sa part. Un commentaire peut-être? Non, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors on passe au mercato. Mm. Le On va mercato, par- c'est Cactus. C'est ça. On va parler de Saint-Michel, mais d'abord, on va parler d'une autre équipe française qui est la Cofidis, qui a annoncé 2 signatures pour 2 ans, celle de Kristina Burlova et de Malouine Amoul. Donc la première est championne de République tchèque en titre, et elle arrive de la Ratétit. Donc elle est passée notamment par Lotto et par Live Plus. Donc elle est assez jeune, elle a 23 ans, mais elle a déjà une certaine expérience du haut niveau. La deuxième, elle est un peu plus jeune, elle a 21 ans et elle arrive de la Matatom Developer Wrocław, donc équipe qui a notamment révélé Agnieszka Skaniak-Sojka et Dominika Wlodarczyk ces dernières années. Et Malouine Amoul, elle a terminé 9e du Tour de Pologne, elle a fait des beaux résultats sur les points E, donc elle a montré elle a montré en tout cas beaucoup de qualités et on espère qu'elle pourra en montrer encore plus chez Cofidis. Donc elle est annoncée plutôt pour des courses pour puncheuses, alors que Burlova est annoncée pour aider sur les sprints et les classiques, donc notamment pour Victoire Berthaud, on peut penser. Saint-Michel, on en parlait, a annoncé une prolongation et une signature, donc toutes les deux jusqu'en 2027. La prolongation, c'est celle d'Alicia González, l'Espagnole, qui a notamment signé un top 10 sur le Tour, et une 4e place d'étape, une 10e place sur le général du Tour de Pologne, là encore, des top 20 aussi sur les classiques. Et la signature, c'est celle de Solène Muller, qui est stagiaire dans l'équipe pour cette fin de saison, qui s'est imposée à plusieurs reprises sur le circuit amateur cette saison, et qui a terminé 4e des championnats de France contre la montre, à quelques secondes seulement du podium, donc parmi les meilleurs, et enfin parmi les meilleurs professionnels, je veux dire, et 4e également des championnats de France amateurs. Sur les championnats de France de l'avenir, il y a quelques semaines à la Tour du Pin, elle s'est classée 2e du chrono et 5e de la course en ligne. Autre équipe qui a annoncé 2 signatures, c'est UnoX qui a annoncé les signatures de Laura Tomasi et Alessia Vigilia. Donc la première, elle arrive de Laboral Kucha. Elle était aussi passée par Top Girls face à Bortolo et UAE Team ADQ. Cette année, elle s'est imposée sur une des courses au Salvador, une des courses d'un jour dont je ne me rappelle plus le nom et dont on avait dû parler dans le quiz sur les premières victoires parce que c'était sa première victoire pro. Elle a également signé un top 10 d'étape sur la Vuelta. Et la deuxième, Alessia Vigilia, elle arrive de la FDJ Suez. Elle était aussi passée par la Valcar, Chronos Casa Dorada et Top Girls face à Bortolo. Elle s'est classée 4e des championnats d'Italie du chrono, entre autres, et a terminé 8e du chrono d'ouverture du Giro. Très bien, on a des retraités aussi. Une retraitée, effectivement, enfin du moins une annonce de retraite, Anna Trevisi, donc qui était chez Livalula depuis l'an dernier, après avoir passé la majorité de sa carrière chez Ale Cipollini, devenu UAE Team ADQ. Et en parlant de retraités, on peut noter que le CIMAC était la dernière course de plusieurs coureurs, notamment Emily Van Dijk et Sarah Roy. Et également Valérie Hélène Demey, Van je Dijk, crois. voilà, c'est ça que Hélène Van C'est Dijk. Hélène Van Dijk, ouais. Oui, Et c'est M également, Van Dijk, mais c'est pour ça que ça a perturbé. également Valérie Demey, non? Je ne sais pas si c'était sa dernière. Non, c'est pas sa Ça- dernière. Elle fait pas les championnats du monde d'ailleurs? Ah non, peut-être pas, non. Non, je crois Enfin, en pas. tout cas, c'était pas annoncé en tant que Mais tel, là non, où non, que c'est ce pas sa soit pour dernière. Hélène Van Dijk ou pour Sarah Roy, il y avait eu de la communication à ce sujet. Oui, oui, et les deux ont pu aussi faire sortir devant une allée de vélo, comme c'est le cas souvent pour les néo-retraités. Ok.
On peut en profiter aussi pour signaler que on peut retrouver les sélections pour les championnats du monde sur le site. Live. Exactement, ouais, bah, je vais vous les montrer directement. Là, on a hop, sur notre site, il suffit d'aller tout en haut et voir en haut la sélection pour le mondial. Et donc là, bon, c'est les compos qui sont connus, donc il n'y a pas tout encore. Mais on a bah, par exemple l'équipe de France qui est connue. On a aussi les Pays-Bas, la Belgique. Bah, du coup, je vous dis directement que Valérie Demey n'est pas pour la sélection pour le mondial. Voilà, l'Australie qui est sortie, l'Allemagne, Norvège, il m'en manque une d'ailleurs sur les deux. Voilà, avec aussi une indication sur celles qui font le chrono. Et voilà, ça sera rempli au fur et à mesure des compos, des annonces des compos. Voilà, les championnats du monde, c'est dans 2 semaines, hein, donc ça va vite être là. Mm. On peut noter aussi que sur le site, on a le Mercato 2025-2026 qui a été ajouté. Exactement, Voilà, oui. Donc toutes les toutes infos les infos qu'on Mercato, donne. vous allez sur le site, vous cliquez sur l'onglet Mercato, et puis vous avez pour chacune des équipes, vous savez qui c'est qui est conservé, pour qui on ne sait pas encore ce qui va se passer, et puis celles qui sont déjà annoncées dans d'autres équipes. Donc bah, voilà, par exemple sur Canyon, on voit ça, sur FDJ, on voit les nouvelles arrivantes, donc 3 arrivées, 2 départs officialisés, et puis 4 qui sont encore en attente de prolongation ou de départ. Ben voilà, je pense qu'on aura été complet pour ce soir, hein. Encore un numéro relativement court, mais on s'échauffe, on s'échauffe. Les championnats du monde et les championnats d'Europe vont s'enchaîner derrière. Il va y avoir de la matière. On va y aller. Eh bien, on va conclure là-dessus. Et puis les Messieurs, je vais vous numéros courts qui remercier. durent quand même 1 heure, hein, on va pas non plus se mentir. Oui, oui, oui. On a fait pire, c'est ce que je voulais dire. Oui, enfin, si c'est le concours de faire pire, on peut toujours trouver des raisons. On va pas toujours trouver des quiz aussi. Donc, on va vous laisser pour cette belle semaine de Tour de l'Ardèche et puis de 2, 3 autres courses. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Un peu de VTT si vous voulez vous changer les idées. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour le débrief de la semaine écoulée, pour la vision sur le futur et vous donner les nouvelles de toutes nos chouchoutes et de toutes vos chouchoutes. Et on vous dit à bientôt. Merci, messieurs. À la prochaine. Salut!